Les députés des groupes parlementaires libéral démocrates et Alliance républicaine ont annoncé la suspension de leur participation aux activités de l'Assemblée nationale ce vendredi. Ils dénoncent ainsi la volonté du pouvoir à changer l'actuelle constitution. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix ce vendredi à Oslo, en Norvège. Le lauréat dédie son prix à l'Afrique. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. L'actualité parlementaire pour commencer. Les députés présents ce vendredi dans l'hémicycle ont dans leur majorité adopté la première tranche du chronogramme des travaux de la session budgétaire en cours. Ce premier volet du calendrier intègre la présentation du projet de la loi des finances exercice 2020, mais aussi des conventions minières ou encore des textes de loi qui portent entre autres sur l'albinisme. Il faut dire que la plénière d'aujourd'hui s'est tenue dans un climat particulièrement tendu. Suivez le compte rendu d'Alpha Ibrahim Touré et Abdoulaye Keïta. Le quorum étant atteint, le président de l'Assemblée nationale a donné la parole au rapporteur général du Parlement pour livrer le contenu du projet de chronogramme. La première journée de ce calendrier sera consacrée à la question de l'albinisme. Du lundi 14 au samedi 19 octobre 2019, examen en commission des textes ci-après. Projet de loi portant code de drogue de la République de Guinée. Septièmement, projet de loi relatif à la mutualité en République de Guinée. Huitièmement, projet de loi portant protection des personnes atteintes d'albinisme en République de Guinée. Le rapporteur général du Parlement guinéen est revenu par la suite sur la date de la plénière consacrée à la présentation du projet de la loi de finances exercice 2020 ainsi que d'autres textes concernant les mines en général. Lundi 21 octobre 2019 à 10 h, plénière consacrée à la présentation du projet de loi de finances exercice 2020. Après l'intervention du rapporteur général, certains députés des différents groupes parlementaires ont émis des doutes par rapport au chronogramme. Je me demande si c'est trompé pendant la lecture ou pas, mais c'est ce qu'on a entendu. Moi j'ai lu mercredi. Non, vous avez dit mardi. Oui, c'est vrai, mardi. L'impact environnemental des sociétés qui se sont installées dans notre pays. C'est le cas de SMP de Bouquet, où la population de Bouquet est en train de souffrir et de mourir. Au niveau de la plénière, qu'on pourra rejeter ce texte, il faudrait le mettre de toute façon dans le chronogramme. Ici, c'est le chronogramme que nous avons. Le chronogramme a été adopté par la majorité des députés présents, mais dans un climat de tohu-bohu qui ne dit pas son nom. Le chronogramme, on est tous d'accord. Quels sont ceux qui sont contre? Que les mains se lèvent. Quels sont ceux qui sont contre l'adoption du chronogramme? À l'occasion de la plénière de l'Assemblée nationale tenue ce vendredi à l'hémicycle, les députés du groupe parlementaire libéral démocrate de l'UFTG ont accusé le président de l'Assemblée nationale de complot autour des consultations sur la nouvelle constitution. De l'autre côté, le camp de la mouvance présidentielle a repliqué pour démentir les propos de Fodé Oussoufou-Fana. Suivez. Un complot permanent orchestré par le président de l'Assemblée nationale et les députés du RP Jacassia en engageant le Parlement et dit devant le Premier ministre qu'ils sont d'accord pour la nouvelle constitution. Là, c'est la plénière qui est souveraine. C'est que le président Kori a dit au Premier ministre n'engage pas le Parlement guinéen, ça n'engage Kori et les députés du RPG à Kansaï, ça n'engage pas. Parce que si Kori voulait savoir quelle était la position du Parlement guinéen, on aurait débattu ça ici, en plénière, devant tout le monde pour qu'on donne une position. Nous, en tant que représentants du peuple,
franchement, nous sommes prononcés au nom de l'Assemblée nationale. À ce que je cherche, le bureau de l'Assemblée nationale est suffisamment représentatif de l'ensemble des députés. Donc par rapport à ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Et ce que nous avons dit ce jour-là, nous avons engagé, c'était au nom de l'ensemble des députés. S'ils ont boycotté, je pense qu'ils ne peuvent qu'en tirer ses conséquences. En tout cas, nous sommes exprimés au nom de l'ensemble des députés. Et on a dit ce jour-là ce que nous pensions. Après cette plénière, les députés de l'opposition ont tenu une réunion extraordinaire sanctionnée par une déclaration conjointe. Déclaration dans laquelle ces parlementaires issus des partis membres du FNDC ont annoncé la suspension de leur participation aux activités de l'Assemblée nationale. Par cette action, l'opposition parlementaire dénonce ce qu'elle qualifie de démarche illégale de la part du pouvoir en place, soupçonné de vouloir changer la constitution en vigueur pour maintenir indéfiniment Alpha Condé au palais Sékou Touré. Les élus de l'UFDG, l'UFR, l'UDG et l'UPG, membres des groupes parlementaires libéral-démocrates et Alliance républicaine, ont officialisé la nouvelle à travers une déclaration conjointe rendue publique ce vendredi. À partir de ce 11 octobre, ils suspendent leur participation aux activités du Parlement sans pour autant préciser la durée de cette suspension. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ce qui signifie que notre modèle démocratique est du ressort de la démocratie représentative et non de la démocratie directe. Dans cette déclaration lue par Dembo Silla, ces députés de l'opposition considèrent que l'article 51 de la Constitution en vigueur ne peut servir de base légale pour initier l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Le peuple n'a pas l'initiative de la loi et aucune procédure consultative du peuple n'est prévue en dehors du référendum. Mieux, le référendum d'initiative populaire n'est pas prévu dans notre Constitution et la liberté d'opinion et d'expression reconnue aux citoyens guinéens ne leur confère pas, en temps normal, un droit d'initiative pour convoquer un référendum législatif ou constitutionnel. Dans la même déclaration, on fait allusion aux consultations pilotées par le Premier ministre. Les consultations engagées par le Premier ministre, dès lors qu'elles visent à l'élaboration d'une nouvelle constitution, sont illégales, inopportunes et contraires à la constitution en vigueur et aux principes démocratiques et de l'état de droit. Après avoir tenté de justifier leur démarche, ces députés des groupes parlementaires issus des partis politiques membres du FNDC ont décidé de bouder le Parlement pour le moment. Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. De ce qui précède, les députés des partis ci-dessus énumérés décident de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. À présent, je vous propose d'autres angles de l'intervention du président de l'UFDG qui était l'invité de l'émission Café Débat hier jeudi. En plus de l'incontournable sujet lié au débat constitutionnel, Cellou Dalein Diallo a également donné son point de vue sur les 9 ans de la gouvernance d'Alpha Condé, notamment dans le domaine des travaux publics. Comme vous pouvez l'imaginer, il en a dressé un bilan pas élogieux. Suivez le décryptage même de Tanoba. Reçu dans l'émission Café Débat, le chef de file de l'opposition a passé en revue l'actualité sociopolitique du pays, notamment la manifestation du 14 octobre projetée par le FNDC. Les manifestations sont interdites en Guinée depuis un an maintenant par le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé. Pour Cellou Dalein Diallo, ce dernier aurait pu être déféré à la haute cour de justice si celle-ci existait. Je disais que si la haute cour de justice était là, on aurait déféré vraiment Condé devant la haute cour de justice. Bourema Condé. Oui, mais son acte viole la Constitution. Cellou Dalein Diallo, c'est aussi l'ancien ministre des Travaux publics sous le régime Conté. Il a fait une comparaison en termes de bilan entre les deux gouvernances.
On a fait le pont sur la Fatara, la route du Breka, Bofa, on l'a réhabilité, l'autoroute, on l'a faite. Moi, j'ai laissé des traces qu'on ne peut pas dire que j'ai mis le pays à terre. Parce que dans les infrastructures, c'est que j'ai laissé. Bana Sidibé qui m'a succédé, il m'a rendu hommage dans le discours. Et pour ce que j'ai réussi à faire pendant que j'ai été ministre de TP. Aujourd'hui, si on va à Bamako, on peut arriver facilement à Kankan et Koursa parce qu'il y a la route et les ouvrages. Le pont sur le Niger à Djelibakoro, le pont sur le Niger, à Irikiri à Koursa, le pont sur le Tenkiso à l'entrée de Sigiri. Tout ça, le pont sur la Fatala aujourd'hui. Après avoir cité certaines de ses réalisations, Seloudal Diallo a vivement critiqué les chantiers d'Alpha Condé dans le domaine des travaux publics. Il pointe notamment des surfacturations. Moi, j'ai réalisé la route Anko 5 Symphonia à $1 million le kilomètre. Autoroute, assainissement et tout. L'autre, c'était 6 millions d'euros le kilomètre de Symphonia à Kabene. Vous avez suivi l'affaire de la route Kankan-Sidougou, où il y avait 1,5 million avec des surfacturations extrêmement élevées. Même si et puis ce n'est jamais réalisé aussi. Les délais ne sont jamais respectés, les budgets ne sont pas respectés parce qu'ils font souvent aussi des avenants, parce que l'État n'a pas payé à bonne date des factures, ils calculent des pénalités, ils viennent avec la complicité de tout le monde, on prend en compte ces pénalités et puis on paye. Alors, la qualité. Regardez aujourd'hui l'état des routes. La route Kindia-Conakry, une honte. On ne peut pas attendre qu'elle se dégrade. Il y a un minimum d'entretien qu'on peut faire pour rendre praticable la route. Même lorsqu'il y a un contrat là-dessus, on peut inclure dans le contrat de rendre la route praticable par l'entreprise qui est chargée de la reconstruire. C'est-à-dire que le minimum d'entretien est réalisé. Parce que vous voyez des cavités, des trous sur la route ici, ce n'est pas possible. Et, bon, depuis 9 ans, ils sont là. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu ce matin à Oslo le prix Nobel de la paix. Il est le 100e lauréat à récompenser pour ses efforts en vue d'une réconciliation avec son voisin érythréen. Suivez son portrait. C'est une signature historique. Ce 9 juillet 2018, le Premier ministre éthiopien et le président érythréen scellent la fin d'une guerre frontalière entre leurs deux pays. Plus de 80 000 morts entre 1998 et 2000. C'est sans doute le début d'une réconciliation, la fin d'un conflit de plus de 50 ans. La paix doit arriver entre les peuples éthiopiens et érythréens. La région de la Corne de l'Afrique pourra alors devenir une région de paix et de développement. Et à l'origine de ce revirement diplomatique, un homme, Abiy Ahmed. Fraîchement nommé chef de gouvernement en avril 2018, Abiy Ahmed n'hésite pas alors à faire des concessions en remettant à l'ennemi érythréen des territoires contestés, comme la ville de Badmé. Homme de dialogue, il s'envole aussi au Caire pour tenter de désamorcer les tensions avec le grand voisin égyptien autour de la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Il est surtout un médiateur au Soudan entre l'opposition et le pouvoir militaire de transition. L'homme se présente comme un réformateur. Il est nommé pour tenter d'apaiser les tensions ethniques et politiques en Éthiopie. Et c'est la première fois qu'un Oromo devient chef de gouvernement. Abiy Ahmed parle de démocratie, de respect des droits humains et fait entrer des femmes dans son gouvernement. Mais cette libéralisation ne suffit pas. Les tensions ethniques perdurent sur fond de partage des ressources en eau et en terre. Une tentative de coup d'État est alors perpétrée par un groupe armé dans le nord du pays en juin 2019. Et c'est en Treillis que le Premier ministre y met fin. Le peuple éthiopien ne croit pas au fait de réduire au silence, de tuer et de revendiquer le pouvoir en versant le sang de ses frères et sœurs. La répression est immédiate. Plusieurs centaines de personnes sont arrêtées, signe d'une démocratisation encore fragile. Les forces turques progressent dans le nord-est de la Syrie. L'offensive est désormais aérienne et terrestre contre les régions contrôlées par les Kurdes. Aujourd'hui, face aux tollés internationales qui suscitent ces combats et après avoir allumé la mèche, le président américain intervient et appelle à encisser le feu. Suivez. Ce matin encore, l'artillerie turque pilonne Tal Abyad en Syrie. Sa cible, les Kurdes qu'elle considère comme des terroristes.
Au 3e jour de son offensive dans le nord-est du pays, Ankara continue d'acheminer des renforts vers la frontière syrienne. Sur leur route, les militaires sont encouragés par la population. Côté kurde, les civils prennent la fuite, notamment vers l'Irak. La situation n'est pas bonne du tout. La nuit dernière, ils ont tiré des roquettes sur Hamouda et Kamishli. Ils sont des dizaines de milliers jetés sur les routes, la peur au ventre. De nombreux obus sont tombés tout près de nous. Au moins 7 personnes ont été tuées, notamment à Bachiriya. Donc les gens ont pris peur et ils ont commencé à fuir. Des morts et des blessés que les familles choquées découvrent à l'hôpital de Kamishli. Les secours sont débordés. Côté turc, les militaires déplorent un mort et plusieurs soldats blessés dans les combats avec les Kurdes qui opposent une farouche résistance. Pour Donald Trump, l'opération menée par la Turquie n'a pour le moment pas franchi la ligne rouge. Le président américain propose notamment une médiation entre les deux camps. Nous avons un des 3 choix suivants. Envoyer des milliers de soldats pour gagner militairement, frapper la Turquie très dur financièrement et avec des sanctions, et jouer les médiateurs en vue d'un accord entre la Turquie et les Kurdes. En visite en Turquie, le secrétaire général de l'OTAN exhorte Ankara à agir avec retenue. L'Europe, de son côté, n'exclut pas des sanctions contre le gouvernement d'Erdogan. Cette offensive entraîne les civils kurdes à fuir les zones de combat. Des centaines de Kurdes vivant à l'étranger ont manifesté contre cette offensive de l'armée turque. Suivie. Un drapeau turc brûlé, tout comme cette caricature du dirigeant Recep Tayyip Erdogan. Ces hommes expriment leur colère face à l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Elle vise une milice, les YPG, unité de protection du peuple, considérée comme une organisation terroriste par Ankara. Alors des centaines de manifestants kurdes se sont rassemblés en signe de soutien, en Irak mais aussi en Syrie, ou encore ici dans le sud de la France. Erdogan le dit publiquement, il ne se gêne pas de le dire. Mon objectif, c'est de nettoyer. Quand il dit nettoyer, c'est vraiment un nettoyage ethnique. La communauté internationale peut et doit se mobiliser davantage pour dire stop au génocide du peuple kurde. Dimanche dernier, Washington annonce le retrait des soldats stationnés à la frontière entre la Turquie et la Syrie. 48 heures plus tard, l'armée turque lance une opération militaire contre les forces kurdes locales, alliées de la coalition internationale. Devant ce camp de réfugiés en Grèce, ces Kurdes syriens accusent le président Donald Trump d'avoir donné de facto le feu vert à l'offensive. Nous appelons la communauté internationale à ne pas oublier ce que le peuple kurde a sacrifié. Environ 12 000 martyrs, nos combattants, ont été tués dans la lutte contre l'État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'assaut militaire a fait plus de 60 000 déplacés en moins d'une journée. Répartis sur 4 pays, la Syrie, l'Iran, la Turquie et l'Irak, les Kurdes n'ont jamais possédé d'État. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.